Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Et nous allons explorer ensemble le chapitre 3 de l'École des Sorciers. Avant de se lancer dans ce chapitre, merci à vous qui nous suivez pendant le début de cette aventure podcast. Et globalement, merci à tous ceux qui nous découvrent, peu importe quand, et qui sont intéressés par l'émission. C'est notre 3e émission, donc c'est encore le tout début, et pourtant on est déjà très enthousiaste par rapport à votre retour et à vos réactions. C'est très encourageant et on espère que vous appréciez nous écouter autant que Jérémy et moi on apprécie enregistrer ce podcast. N'hésitez pas à nous contacter, on cite quelques messages en fin d'émission pendant la volière. Et puis si vous appréciez Fréquence 9-3/4, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, à vos potes Potterhead ou sur les réseaux. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. C'est parti pour le chapitre 3 ? Allons-y. Harry Potter à l'École des Sorciers. Chapitre 3. Les lettres de nulle part. Alors, après l'incident au zoo, Harry a subi la plus longue punition qu'il ait jamais reçue, et lorsqu'il est autorisé à sortir de son placard, enfin, c'est déjà le début des vacances d'été. On apprend qu'entre-temps, Dudley a déjà cassé plusieurs de ses cadeaux d'anniversaire, et qu'il a renversé Madame Fig en vélo, alors qu'elle portait déjà des béquilles. La pauvre. C'est pas tous les jours facile, la vie de craquemeule apparemment, à Little Whinging. Les vacances d'été, contrairement à la plupart des enfants, c'est l'enfer pour Harry en fait. Les petits copains de Dudley sont là tous les jours et leur activité préférée, forcément, c'est de le chasser. Donc Harry passe la plupart de son temps à les éviter et à se promener. Je me suis posé la question, les Dursley, mais ils partent jamais en vacances l'été ? Je sais pas. Apparemment non, et puis j'ai vérifié là à l'instant sur le chapitre où il parle des photos sur le col de la cheminée. Ouais. Et à aucun moment il y a des photos de famille de vacances ou autre, ça aurait pu être un indice, mais peut-être que non. Ouais, alors bon, on peut imaginer que c'est un foyer assez modeste, puisque Pétunia est mère au foyer, donc il y a un salaire qui rentre, c'est un peu Vernon qui est le chef de famille, système familial patriarcal, mais bon, quand même, enfin, il a l'air d'avoir un poste important, et c'est vrai que c'est un peu étonnant à l'entreprise, ouais. De pas les voir partir. Après, je les sens pas très aventureux. C'est peut-être ça les aussi. Dursley pour partir en vacances. Je les imagine pas dans des lieux exotiques ou je les imagine même pas au camping, tu vois. T'imagines Vernon avec un peu de crème solaire sur le nez, tu vois. Avec son rouleau de papier toilette et tout, qui se balade. Apéro. Finalement, Vernon, je l'imagine plus que Pétunia, presque. Parce que c'est vraiment Pétunia qui serait en inéquation avec, par exemple, en plus, le elle est camping. maniaque, donc quand t'es maniaque, je pense pas que ça soit la bonne destination, le camping, Ouais. je suppose. Complètement. Bon, dans tous les cas, cet été-là, en tout cas, ils ne partent pas, ils restent là. Harry, quant à lui, il pense beaucoup à la rentrée de septembre, et un point positif par rapport à ça, c'est qu'il ne sera plus avec Dudley à la rentrée, parce que Harry va aller au collège du quartier, tandis que Dudley, lui, il a déjà sa place dans un collège privé, forcément, à Smelting. Ce qui représente un petit espoir, en fait, pour Harry, même si Dudley, en attendant, il prend un malin plaisir à prévenir à Harry à quel point son collège est craignos. Donc, par exemple, une fois, Dudley, il prévient Harry que là où il va, on met la tête des nouveaux dans les toilettes, et il lui propose de voir ce que ça fait pour y être préparé. Et à ce moment-là, on a quand même un bel exemple du caractère impertinent ou moqueur de Harry, car il lui répond que les pauvres toilettes de la maison n'ont rien vu quelque chose d'aussi atroce que la tête de Dudley. Et avant que Dudley comprenne ce que Harry venait de dire, Harry file à toute vitesse. Alors, c'est quand même bien joué de la part de Harry, mais pour rester raisonnable, est-ce qu'on peut imaginer que les fesses de l'oncle Vernon sont plus reluisantes que la tête de Dudley? Oh, c'est dégoûtant. Est-ce que Harry exagère pas un petit peu quand même? Ça me dégoûte. Donnez-nous votre avis. T'as de ces pensées, toi? Hein? T'as de ces pensées. Ah ouais, je suis rationnel, moi, tu sais, comme personne. Pire que moi à l'épisode précédent, tu vois. Non, en tout cas, c'est bien joué de la part de Harry.
Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans la saga, Harry, il montre qu'il a de la répartie et de l'humour. Et c'est un trait de caractère qui a été un peu évacué dans les films, je trouve. Il y a un exemple qui me vient en tête, par exemple, dans l'école des sorciers. C'est lorsqu'il va répondre à Rogue, quand Rogue le provoque pendant le premier cours. Dans le livre, à côté de lui, à côté de Harry à ce moment-là, Hermione, elle est littéralement debout, la main levée pour montrer qu'elle connaît les réponses. Et lui, Harry, il va dire quelque chose du genre « Je crois qu'Hermione le sait, vous aurez peut-être un peu plus de chance avec elle ». Et ils ont tourné cette scène, et cette scène a été coupée, par exemple. À l'image, je trouve, de ce trait de caractère qui a été un peu coupé, je trouve, dans les films. Il y a quelques contre-exemples, hein, et le contre-exemple qui me venait en tête dans les films, c'est par exemple la scène dans Le Prince de Sang Mêlé, pardon, où Harry dit mais je suis l'élu, je peux avoir les filles que je veux. Dans la bibliothèque, elle lui donne un coup de livre. Et je trouve que c'est un peu le côté impertinent, un peu en anglais sassy de Harry qui apparaît à ce moment-là. Mais je trouve qu'il est plus présent dans les livres. Après, dans les films, ils ont quand même fait des choix discutables au niveau de l'histoire et puis d'effacer certains traits de caractère des personnages. Ouais, c'est vrai. Pétunia, elle emmène un jour Dudley à Londres pour aller chercher son nouvel uniforme. Harry, lui, est déposé chez Madame Fig, qui est moins pénible qu'à l'ordinaire parce qu'elle s'est cassé la jambe en trébuchant sur un de ses chats. Ça calme forcément. Ça calme un peu. Il a fini empaillé. Après, on ne sait pas si c'est de sa faute à elle ou si c'est la faute du chat. Oui, franchement... Sans compter qu'elle s'est fait renverser par Dudley aussi, hein, donc c'est pas la grande forme pour Madame Fig. Donc, Harry, il peut faire un peu tout ce qu'il veut, c'est-à-dire manger du gâteau au chocolat en regardant la télé. Là, il est en train de vivre sa meilleure vie. C'est pas si mal que ça, effectivement. Ouais. Le soir, Dudley parade dans la maison avec son nouvel uniforme, alors qui est décrit avec un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange, un chapeau de paille, c'est-à-dire un canotier, et une canne pour que les élèves se tapent entre eux. C'est quoi un frac ? C'est une veste ? Un frac, c'est une espèce de veste qui, je crois, redescend un peu, tu vois, un peu comme un chef d'orchestre. Ah ouais, une veste à queue de pie, en fait. Ouais, voilà, à queue de pie, voilà, c'est précisé. Enfin, je crois que c'est ça, hein. J'ai pas été vérifié, mais pour moi, un frac, c'est ça. Ok. Enfin voilà, les parents de Dudley sont tout émus, Pétunia éclate même en sanglots. C'est pathétique. Tandis que Harry, lui, il se retient d'exploser de rire à ce moment-là. Et le lecteur aussi, je crois. Ouais. Alors le lendemain, Harry sent dans la cuisine une odeur horrible. Et il se rend compte, en fait, que c'est sa tante qui tint en gris des vieilles affaires de Dudley pour l'uniforme de collège de Harry. Alors lui, Harry, il trouve que ça ressemble à des morceaux de peau arrachés à un vieil éléphant, pour la métaphore. Donc on visualise assez bien à quoi ça peut ressembler. Et il se demande à quoi il va bien pouvoir ressembler là-dedans le jour de la rentrée. Mais je me demandais, toi qui as vécu en Angleterre, tu saurais peut-être me répondre, mais juste teindre... Parce que même dans les écoles publiques, les élèves portent des uniformes. Ouais. Est-ce que ça suffit seulement de teindre des vieilles affaires en grise ? Normalement, c'est à la bonne taille, c'est assez strict, non, au niveau de la tenue ? Tous les élèves doivent avoir la même tenue et tailler correctement. Ouais, ça me paraît un peu curieux. Après, je pense que ça dépend les écoles, peut-être. En fait, je sais pas exactement. Plus ou moins le standing, et puis... Parce que moi, j'étais dans une école publique, mais où il y avait un uniforme unique. Donc, on est obligé d'acheter l'uniforme, en fait. Et c'est vrai que là, ça, finalement, le principe, ça ressemble à la blouse française, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on soit tous habillés de la même couleur. Mm-hmm. Et alors que j'ai l'impression que les écoles anglaises sont quand même assez corporate, hein, donc généralement, il faut le logo de l'école. Et t'as une coupe particulière, il faut que la taille soit cohérente avec l'enfant. Ouais, alors que, c'est vrai que j'ai jamais vu un uniforme d'école où c'est juste des affaires grises. Ça me paraît un peu curieux. Mais peut-être qu'il existe des écoles publiques où c'est comme ça, mais là je ne sais pas. Moi c'est pas ce que j'ai vu en tout cas, mais je me suis jamais posé la question, ouais c'est vrai. Alors le même matin, Harry va chercher le courrier
en évitant de se prendre des coups de canne de Dudley. C'est quand même sous les conseils de Vernon, hein. Donc le père incite son fils à taper Harry. Une très bonne influence du père. Je crois que ça reviendra un petit peu plus tard quand Dudley fera de la boxe. Il est content parce que Dudley il se bat à l'école, donc il sait se défendre. Et Vernon, il fait l'éloge de ça. C'est comme ça qu'un homme doit se conduire. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, ça en dit long aussi sur Vernon. Alors, il y a 3 lettres laissées par le facteur. Il y a une carte postale de la tante Marge. Petit clin d'œil qu'on reverra un petit peu plus tard dans le 3e tome. Qui a mangé un bulot invarié. C'est ça. Aller en vacances à l'île de White. Très belle île, par ailleurs. Il y a aussi une facture, a priori, en tout cas ça y ressemble, et, stupéfaction, une lettre pour Harry. À ce moment-là, Harry n'en revient pas, et son cœur bat la chamade. C'est la toute première lettre, en fait, qu'il ait jamais reçue. Et il n'y a pas de doute que cette lettre est pour lui ou pour quelqu'un d'autre, compte tenu de l'adresse Monsieur H. Potter, dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Little Whinging, Surrey. Alors, c'est un peu flippant, l'air de rien, non ? Et pourtant, Zuckerberg, il était pas encore dans le game à ce moment-là. Hein. Donc, on peut pas accuser Facebook ou compagnie. Hein. Un coup de Zuckerberg. C'est ça. Il avait quel âge en 91 ? C'est vrai que c'est un peu Facebook avant l'heure, quoi. C'est ça, c'est la géocalisation flippante. T'imagines, en dehors de Poudlard, tu reçois une lettre et sur l'adresse, il y a carrément la chambre que t'occupes. C'est flippant. Ah ouais. Oh. Enfin bref, Harry, il trouve pas ça très flippant. Au contraire, il est très étonné et très excité par cette première lettre qu'il vient de recevoir. Alors, l'enveloppe est faite d'un parchemin jauni et l'adresse est écrite à l'encre vert émeraude. Il n'y a aucun timbre sur l'enveloppe et au dos, la lettre est scellée d'un sceau de cire qui représente un écusson dans lequel il voit un aigle, un lion, un blaireau et un serpent autour de la lettre P. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors, au passage, petit coup de gueule, pourquoi ? Parce que le fait de voir la mention d'un aigle, ça, pour Serre d'Aigle, ça m'a rappelé la confusion qu'il y a autour de la maison Serre d'Aigle, qui est la meilleure maison de Poudlard, au passage. Je pense que tu couperas ça au montage, parce que la meilleure maison, c'est Gryffondor. Vous aurez compris, je pense, nos maisons respectives. Vive les Gryffondor. Alors, parce qu'effectivement, l'animal symbolique de Serre d'Aigle, c'est bien un aigle. Alors, ça peut paraître évident en français grâce à la bonne traduction de Jean-François Ménard, mais ça l'est pas tant que ça en version originale. Alors, Serre d'Aigle, en anglais, c'est Ravenclaw. Claw, à la fin du mot, ça veut dire griffe ou la serre de l'animal. Et Raven, ça veut dire corbeau, et pas aigle. Voilà. Pourtant, dans les livres, l'animal symbolique de la maison, c'est bien un aigle, eagle en version originale. C'est-à-dire que dans ce passage, si on lit le livre en anglais, Harry, il voit bien un eagle. Il voit pas un raven, il voit un eagle, un aigle. Et c'est une confusion qui malheureusement a été propagée par les films, car dans les films, le symbole de la maison, eh bien c'est un corbeau. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi cette erreur ? Donc effectivement, c'est comme si c'était l'inverse. Imaginons que Harry Potter c'est français, la maison s'appelle Serre d'Aigle, sauf que l'animal c'est pas un aigle, c'est un corbeau. Et ben là les films ils se disent c'est Serre d'Aigle, l'animal c'est un aigle. C'est une erreur assez grossière quand même et je me demande comment elle a pu être faite. Est-ce que J.K. Rowling a pas vu le truc passer ? Je sais pas comment ça s'est fait. Bref, c'est quelque chose qui a été corrigé par les visuels Pottermore. Dans le dernier film aussi apparemment, selon Wikipédia. J'en ai pas souvenir, mais apparemment dans les Reliques de la Mort partie 2, on verrait un insigne de Serre d'Aigle, cette fois avec un aigle. Mais pour le reste, pour la plupart des produits dérivés, en fait, c'est bien trop tard, parce que le symbole de la maison Serre d'Aigle, c'est en grande majorité un corbeau, ce qui n'est pas fidèle au livre. Par exemple, j'ai une cape Serre d'Aigle officielle qui vient des studios Leavesden, et sur l'écusson, c'est bien un corbeau et c'est pas un aigle. De toute façon, ça devrait être un corbeau. Ravenclaw. Ça devrait être un corbeau, mais ça ne l'a jamais été pour J.K. Rowling. Ça devrait l'être. Pourquoi Ravenclaw, sinon ? Ça s'appelle Ravenclaw, mais l'animal, c'est un aigle. C'est pas un corbeau. Bon.
Je suis d'accord, hein, mais en tout cas, J.K. Rowling n'a jamais imaginé un corbeau. Certes, ça s'appelle cerf de corbeau, mais l'animal, c'est un aigle. Bon, bah les films ont décidé autrement. Ils ont décidé comme toi. Ils se sont dit, bah ça s'appelle cerf de corbeau. On va faire un corbeau. Je suis d'accord. C'est logique. Plus logique en termes de nom. Mais n'empêche que c'est pas comme ça que J.K. Rowling l'a imaginé. Pour preuve, maintenant les nouveaux visuels, c'est bien un aigle. Hein. Si vous allez sur Pottermore, maintenant Pottermore n'existe plus. Mais si vous allez sur Wizarding World, c'est un aigle. D'ailleurs, tu y étais aujourd'hui sur Wizarding World. Ouais. Le visuel est sympa. Alors après, j'ai juste fait la nouvelle cérémonie de répartition et puis aussi le test pour savoir quel était mon patronus. Donc je suis plutôt contente parce que la nouvelle cérémonie de répartition me désigne comme Gryffondor et comme patronus un chat. Donc, je suis plutôt contente. Mais petite confession, c'est que dans Pottermore, à chaque fois que je faisais la cérémonie de répartition, on me nommait Poufsouffle. Donc je me suis jamais sentie comme une Poufsouffle, mais plutôt comme une Gryffondor. Je sais, c'est basique, mais en même temps c'est la meilleure maison et c'est les meilleurs, quoi. Eh bien moi, j'ai toujours été réparti à Gryffondor. Et donc là, j'ai pas encore fait Wizarding World, donc on va voir si ça m'emmène à Serre d'Aigle ou pas. Ça serait très décevant que je finisse encore à Gryffondor. Donc moi j'ai pas encore été sur Wizarding World. Mais après j'ai pas vu s'ils avaient gardé parce que j'ai pas trop été sur Pottermore, j'y allais surtout pour les articles. Mais là quand on débute sur le site, on nous fait un passeport magique avec la maison, la baguette, le patronus, et puis aussi je crois qu'on peut, j'ai regardé vite fait, mais je crois qu'on peut mettre des photos des personnages favoris ou des choses comme ça. J'ai vu en vitesse, hein, donc peut-être que je me trompe, mais j'ai vu ça en premier lieu. Mais j'ai pas vu pour les articles ou autres, j'ai vraiment survolé aujourd'hui en 5 minutes. Ok. Mais en tout cas, dans les bases, ça ressemble vachement à Pottermore. En fait, mais normalement, il y a toujours les articles, le système d'articles et de nouvelles histoires de la saga, non ? Bah, je sais pas. J'ai pas encore été voir. Et j'avoue que je me suis pas beaucoup intéressé à la nouvelle plateforme, ce que ça allait être. Ouais, moi non plus. Je suis déjà pas un gros client de Pottermore comme toi, donc à voir. Ouais, à voir. Par contre, on va regarder ça avec intérêt. Après, la cérémonie de répartition, c'est drôle à faire, mais après, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur qui est le plus important. Oui, complètement. Mais moi, Mais c'est vrai, en plus. Je milite pour ça. C'est vrai que beaucoup de gens se fient à Pottermore pour dire leur maison. Mais si jamais vous n'êtes pas répartis dans la maison qui est celle de votre cœur, celle de votre cœur restera la maison officielle. En plus, là, on te demande pas ton avis en plus, hein, on est d'accord. Il n'y a rien qui fait que ça peut influencer ton choix plutôt sur une maison qu'une autre. Mon avis sûr. Bah, dans les questions qui t'es posées, il y a pas d'évidence ou... Tu vois, je pense à Hogwarts Mystery ou même Wizards Unit où en fait on choisit sa maison, tu vois. Ah oui, là non, on choisit pas du tout la maison. Okay. C'est genre blanc ou noir, tu es plutôt je crois pour les patronus sucré ou salé, et puis donne aussi s'il y a telle situation, qu'est-ce que tu fais dans cette situation. Donc ils essayent de connaître un peu ton état d'esprit, mais après c'est pas vraiment psychologique. Ce qui compte pour une maison aussi, c'est ton véritable état d'esprit et ce que tu as vécu antérieurement, quoi. Comme sur Pottermore, je pense qu'ils ont repris un peu préparé. Ouais, c'est ça, c'est un peu bidon. C'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi ils n'ont pas finalement repris les profils de Pottermore. Alors, pour revenir au chapitre, Harry ne le sait pas encore, mais il s'agit évidemment de sa lettre d'admission à Poudlard, le rêve de tous les Potterheads. Alors, imagine, toi Marina, t'as 11 ans et tu reçois ta lettre de Poudlard. Tu réagis comment ? La même réaction qu'aujourd'hui à 28 ans, sauf que là, différence, je pose ma démission avant d'aller à Poudlard, mais je pense direct. je pose ma dème lundi et c'est bon, ciao tout le monde. Mais alors, même si t'as 28 ans, t'irais dans une école où tu finirais avec des enfants de 11 ans. Parce que c'est un peu creepy. Peut-être. Mais non, mais imagine, il y a des cours pour adultes du soir. Admettons, il y a des cours. Oh, putain, tu m'as donné un coup de vieux quand même. Tu sais, ça fait un peu la personne qui a passé 20 fois son bac sans l'avoir. C'est horrible. Ah non, mais le coup de vieux de penser que si on va à Poudlard, on sera beaucoup plus vieux que tout le monde, c'est horrible.
Mais ouais, mais on a tous fait le souhait quand on était plus jeune de recevoir la fameuse lettre pour son anniversaire. Ça n'est jamais arrivé. Et toi ? Ouais, Qu'est-ce que tu complètement. fais ? Complètement, bah ouais, j'irais, mais c'est vrai que c'est dans un fantasme ou ouais, des cours T'es du soir. adolescent à nouveau, quoi. Ouais. C'est la réflexion que je me fais quand on va sur des événements Potterhead et qu'on est tous habillés avec des capes de sorcier. Je veux dire, au maximum, ta cape de sorcier, t'as 18, 19 ans. Alors que, bah, nous, bon, on est déjà un peu plus proche de la trentaine. Et puis, on a des amis fans qu'on voit sur des événements qui sont encore plus âgés que ça. Et en fait, on est habillés comme des gamins de 11 ans, quoi. Mais c'est important de garder son âme d'enfant et de rester rêveur, c'est très important dans la vie. Oh bah, complètement. Bah, moi, je suis un Peter Pan jusqu'au bout, donc je suis comme toi, je pose ma démission, j'y vais. Alors, Vernon crie sur Harry car il met trop de temps à apporter le courrier. Il fait une blague sur le fait qu'il y a un colis piégé, ce qui ne fait rire que lui. Franchement, les gens qui rient tout seuls à leur propre blague, c'est un fléau. Moi, je suis pas du tout comme ça. Bien sûr. Alors, Par contre, Harry, la blague sur le colis piégé... ouais, elle est pas terrible. Super, franchement, je Vernon. comprends pas pourquoi il rit. Humour. Donc, non seulement c'est une espèce d'ordure quand même, Vernon, mais en plus, il a pas d'humour. Quand il essaye d'en faire, c'est catastrophique. Alors, Harry revient dans la cuisine et il donne les 2 autres lettres à Vernon sans quitter la sienne des yeux. Mais Dudley met pas longtemps à se rendre compte que Harry a une lettre et il prévient son père. La petite balance. Ouais, la balance, ouais. La Pookie. Dudley, la Pookie. Avant que Harry puisse lire le moindre mot de sa lettre, Vernon lui arrache la lettre des mains. Alors au début, Vernon, il ironise sur le fait que personne pourrait de toute façon lui écrire une lettre à Harry, mais lorsqu'il jette un œil à la lettre, son visage se décompose. C'est écrit que son teint passe du rouge au vert, puis au gris pâle. Il n'est pas en bonne santé, le pauvre. Hein. Paniqué, Vernon, il appelle Pétunia, qui est sur le point de s'évanouir en voyant la lettre, et Dudley veut la lire, mais Vernon sort Dudley et Harry de la cuisine par la peau du cou en fermant la porte. Harry, qui s'allonge par terre, il parvient quand même à entendre ce que son oncle et sa tante se disent dans la cuisine. Alors ils sont persuadés qu'ils sont espionnés par ceux qui ont envoyé la lettre, et ils décident de faire comme si de rien n'était. C'est le remake Potterhead de The Wire sur écoute. En plus, je fais la ref, mais j'ai vu qu'un seul épisode pour le moment de sur écoute. C'est une excellente série. À voir. Pour ceux qui ne continuer. connaîtraient pas, The Wire, c'est sur OCS. Si vous avez l'abonnement OCS, si vous avez pris l'abonnement OCS pour Game of Thrones et que vous l'avez toujours pas résilié, regardez The Wire. Alors Vernon rappelle à Pétunia, donc je cite, « Je ne veux pas de ça dans la maison, Pétunia. Souviens-toi, quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés de refuser toutes ces idioties. C'est beaucoup trop dangereux. » Bon, pour le moment, leur plan, il marche pas trop, hein, parce que après quand même 11 ans de sévices, il reçoit quand même sa lettre de Poudlard et ils sont là en mode « Non, mais on va faire comme si de rien n'était. Finalement, c'est pas un sorcier, ça sera pas un sorcier. » Donc le niveau de naïveté est quand même assez élevé. Le soir de la même journée, après le travail, Vernon va voir Harry dans son placard, ce qu'il ne fait jamais, c'est noté. Il se force à sourire et à être faussement aimable, et il propose à Harry de déménager dans la 2e chambre de Dudley. Ce qui est plutôt un ordre en fait, hein, c'est pas vraiment une proposition. Il essaye d'être aimable, mais il n'y arrive pas trop quand même. Au final, ça passe quand même pour un ordre. Il finit par lui crier dessus « Prends tes affaires et on n'en parle plus ». Harry monte ses affaires, c'est précisé qu'un seul voyage suffit pour faire ça. Voilà. Cette 2e chambre sert uniquement à Dudley à entasser ses jouets, dont la plupart sont cassés d'ailleurs. Il y a notamment un caméscope, une télévision, une cage d'un perroquet que Dudley a échangé à l'école contre une carabine. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? Il est précisé que les seules choses qui sont intactes dans la chambre, ce sont les livres, parce que il les a jamais lus, évidemment. Dudley, il pète une crise, mais ses parents, pour une fois, il ne plient pas. Il est dit que la veille, Harry aurait donné n'importe quoi pour s'installer dans cette chambre, mais qu'aujourd'hui, il préférerait 1000 fois être dans son placard, mais avec sa lettre. Cette pensée démontre quand même le besoin d'attention et d'amour dont manque cruellement Harry.
il préfère quand même être dans un petit placard avec des araignées avec sa lettre, au lieu d'être dans une chambre confortable mais sans la lettre. Donc peut-être qu'il a l'impression que cette lettre va changer sa vie, ou simplement il a seulement l'espoir que quelqu'un pense à lui au travers de cette lettre. C'est quand même assez triste comme constat. Ouais, c'est sûr, quoi. Ça montre qu'il est pas matérialiste. Enfin, je veux dire, la chambre de Dudley, il s'en fiche maintenant qu'il a un contact à l'extérieur et qu'il se dit... c'est plus important pour lui. Ouais, c'est beaucoup plus important pour lui, complètement. Le lendemain matin, au petit déjeuner, l'ambiance est pesante et personne ne se parle. Dudley, il est en état de choc. Alors, il faut dire quand même qu'il a frappé ses parents, il s'est fait vomir. Et là, encore un instant, what the fuck ? Mais il a jeté sa tortue à travers le toit de la serre. Mais c'est qui ce psychopathe, quoi ? Call the 911. Non mais right c'est now. un début de psychopathe, c'est alarmant. En plus, c'est ce que font les psychopathes. Hein. Non, mais C'est-à-dire oui, qu'avant de se réellement. retourner contre des humains... Et puis en plus, à quel moment, quand tu fais une colère, tu te fais vomir ? Je sais pas. Alors, lorsque le courrier arrive, c'est Dudley qui doit aller le chercher. Et il crie lorsqu'il voit qu'il y a à nouveau une lettre pour Harry, cette fois avec la mention de sa nouvelle chambre. Donc le plan de Vernon n'a absolument pas marché. À partir de là, commence une nouvelle bagarre entre Vernon, Dudley et Harry pour récupérer la lettre, mais une nouvelle fois, c'est l'oncle Vernon qui parvient à mettre la main dessus. De retour dans sa chambre, dans sa nouvelle chambre, Harry fait les 100 pas. Visiblement, quelqu'un cherche désespérément à le joindre, et cette personne sait qu'il n'a pas lu la première lettre et qu'il a déménagé ses affaires dans la chambre. Donc encore une fois, Harry n'est pas du tout flippé. Moi, je pense que je serais méga flippé. J'ai une idée. Vas-y. En fait, c'est les impôts, tout simplement. Ils sont prêts à tout, les impôts. Ils savent quand tu ne lis pas leur courrier. Ils te cherchent partout. Tu sais, il y a un petit homme, tu sais, avec un monocle. C'est la taxe comme ça. d'habitation. Elle te retrouve toujours. Petit chapeau melon, petit monocle, il est comme ça. Mais il l'a pas lu. Faut payer. Ah là là. Et puis bon, à partir de ce moment-là, en fait, l'obsession de Harry est donc de récupérer une lettre coûte que coûte, mais cette fois, il met au point un plan. Alors le lendemain, à son réveil, Harry décide de mettre son plan à exécution. À 6h pétantes, son vieux réveil sonna et il s'habilla silencieusement afin de ne pas réveiller la gentille petite famille. Il descendit l'escalier sans faire le moindre bruit et toute lumière éteinte. Son plan ? Attendre que le facteur arrive au coin de la rue et lui demander de lui donner les lettres du 4 Private Drive. Harry traversa le hall d'entrée afin de se diriger vers la porte d'entrée, mais un cri retentit. Toutes les lumières s'allumaient dans la maison du 4 Private Drive. Harry avait marché sur une grosse chose molle étalée devant la porte. Le plan aurait pu marcher, mais Harry n'avait pas anticipé que son psycho d'oncle a attendu toute la nuit couché devant la porte afin que son neveu ne puisse pas recevoir son courrier. On sait d'où viennent les psychoses de Dudley quand même. Ouais, quand clair. on voit le level de psychopathe de son oncle, c'est quand même alarmant. Donc non seulement son plan a échoué, mais aussi il se fait insulter de tous les noms par Vernon, qui, tranquillement, à la fin, lui ordonne de lui servir un thé. En revenant de la cuisine, Harry vit que les lettres étaient entre les mains de son oncle. Avant qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, les lettres étaient déjà déchirées. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on assiste à la douce chute de Vernon dans la folie. Alors ce même jour, il décide de ne pas aller travailler. Il cloua la boîte à lettres, un peu naïf quand même comme situation, comme si cela allait arrêter la magie. Je sais pas s'il a conscience quand même que la magie intervient dans le flux de lettres. Je pense Parce que qu'il est quand même oui. très naïf depuis le départ, depuis la première lettre. Je pense que c'est quelqu'un de très terre à terre et de très fermé d'esprit. Et pour lui, la magie, c'est juste des gens bizarres qui sont en cape violette. Et s'il cloue Tu crois qu'il correctement comprend- la boîte à lettres, ça va faire l'affaire, quoi. Tu crois qu'il pense que la magie n'existe pas au final ? Je pense que si, il sait qu'elle existe, mais il sait pas ce que c'est en fait la magie. Et il pense pas que la magie puisse être plus forte que lui en fait. C'est-à-dire moi avec ma belle perceuse Groenings, je vais pouvoir arrêter ces lettres. Mais en fait c'est vrai qu'en même temps il est complètement irrationnel parce que c'est pas juste une question de lettres. Enfin je veux dire
Là, c'est juste pour informer Harry qu'il est à Poudlard, qu'il a sa place à Poudlard. Je veux dire, ce ne sont que des lettres. Donc, il y a un moment, s'il reçoit pas sa lettre... Mais c'est que s'il reçoit sa lettre, ça va ouvrir quelque chose. Enfin, ça va, comment dire, il y a quelque chose qui va se passer qui le dépasse, justement. Complètement. Mais je pense qu'il est dans son délire. Il croit... Il est complètement dans son délire. Il se dit, on va pouvoir y échapper, quoi. Bah justement, on va voir que c'est vraiment un délire et c'est vraiment une folie incroyable. Donc Pétunia essaye de lui faire comprendre, mais Vernon rétorque « Pétunia, ces gens-là sont très différents de nous. Ils ne raisonnent pas comme toi et moi. Mais heureusement que les sorciers ne raisonnent pas comme vous ou que tout le monde ne raisonne pas comme vous. Enfin, heureusement, ça veut dire qu'ils sont quand même plus intelligents, plus réfléchis. » Alors, nous passons à vendredi. 12 lettres furent glissées tout autour de la porte et aussi introduites par le vasistas des toilettes. Elles furent toutes brûlées et Vernon décide de clouer et boucher avec des planches tous les interstices autour des portes de la maison. On peut noter qu'il y a une certaine nervosité car malgré le fait qu'il fredonne un air tranquillement, il sursaute au moindre bruit. Samedi, 24 lettres arrivèrent. Elle fut toute roulée et disséminée dans les 2 douzaines d'œufs déposés par le livreur, déconcerté en voyant la maison des Dursley transformée en un début de bunker. Vernon passa de multiples coups de téléphone furieux afin de démasquer le coupable. Qui a bien pu faire ça ? Et Dudley, lui, quand même, il fait fonctionner ses 2 neurones, il commence à s'interroger, il commence à se dire mais qui peut bien avoir autant envie d'écrire à Harry ? C'est pas banal quand même de voir Dudley réfléchir un peu. Ouais, franchement, ça vaut le coup de le relever. Hein. Complètement. Dimanche. Vernon est heureux malgré son air fatigué et malade lorsqu'il s'installe à la table du petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que la poste ne fonctionne pas le dimanche. Encore une fois, il est très naïf. Croire que tout ça est l'œuvre de la poste. Parce que perso, moi, quand j'attends un colis toute la journée, personne ne passe, je descends voir ma boîte à lettres et je vois qu'il y a un petit papillon de la poste me disant que j'étais absente de mon domicile, que je n'ai pas mon colis. Donc il est bien naïf de croire que la poste essaierait de distribuer ses lettres à tout prix. Et oui, je dénonce la poste. Ouais. Si un employé de la poste m'écoute, moi j'ai une autre je vais théorie. passer mon message. J'ai une autre théorie, je pense que les facteurs, il doit y avoir des sorciers dans les facteurs, parce que des fois, ils sonnent chez toi, ils frappent à ta porte, et pourtant tu les entends pas. Je pense qu'il y a un sortilège, il y a un charme. À sonner, mais absent. Oui. Ce sont des sorciers, je pense qu'ils sont dans une autre dimension que nous, parfois, les facteurs. Et justement, un événement va lui prouver que les lettres ne proviennent pas de Jean-Michel Facteur. Car à l'instant où il étale consciencieusement de la marmelade sur son journal... Very British. Sur son journal, c'est pas un trait anglais, c'est juste qu'il est complètement taré. Ah, il fait vraiment ça ? Ouais, sur son journal. Ok. Ça, c'est vraiment une preuve de sa folie, en fait. Ok. Donc quelque chose tomba du conduit de la cheminée et heurta la tête de Vernon. Une 40aine de lettres volaient dans la cuisine. Pendant que les Dursley se baissèrent pour éviter les projectiles, Harry essaya d'en attraper une au vol, sans succès. C'est quand même assez dur de croire qu'Harry n'arrive pas à en attraper une seule quand on pense à son premier cours de vol et à ses talents d'attrapeur, tu trouves pas ? Ouais, après je pense que Vernon est une espèce d'énorme cognard aussi. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est dit quand même que après Vernon attrape Harry par la taille et qu'il le projette dans le hall d'entrée et claque la porte de la cuisine alors que les lettres continuent à rebondir sur les murs. Ouais, c'est que Harry, il est très fin, très agile, mais à côté de Vernon, ouais, je pense qu'il se... Personne fait le poids. Ouais, il se fait bolos un peu. À partir de ce moment-là, Vernon sombre totalement dans la folie. Pour lui, la seule solution pour échapper à ce flux incessant de courriers, c'est de fuir. Alors que finalement, la seule solution la plus simple, la plus raisonnable à raisonner, serait de remettre une lettre finalement à Harry. Mais Vernon est tellement fermé qu'il préfère sombrer dans la folie et cloîtrer et faire déménager sa famille que d'admettre que la magie existe et qu'elle va rentrer dans la vie d'Harry et leur vie par la même occasion. C'est quand même fou. On est dans le déni, en fait. C'est ça, c'est que... Après, je pense que si Harry lit sa lettre, c'est trop tard parce que il va savoir, lui, que le monde de la magie existe et il y aura un point de non-retour, tu vois ce que je veux dire ? Alors que garder Harry dans l'ignorance,
finalement, il pense naïvement que ça va réfréner la magie qui est en lui, en fait. Qu'au bout d'un moment, ils vont les oublier et que tout ça va se tasser. Ouais. C'est la logique du déni, quoi. 10 minutes plus tard, après l'incident de la cheminée, un Vernon menaçant et avec une moustache dégarnie. C'est le genre de personne apparemment qui s'arrache les poils de moustache quand il est en colère. Je l'imagine bien. Ouais. Comment ? Je l'imagine bien faire ça. Alors il fit monter sa petite famille dans la voiture. Et là on voit quand même l'état d'esprit particulier de Vernon. Il est à tel point de craquage qu'il a quand même levé la main sur Dudley parce que Dudley les a retardés parce qu'il voulait emmener sa télé et tout son, je sais pas, tous ses jouets, son magnétoscope, etc. Non, puis Dudley, il va faire quoi avec une télé dans la, bah oui, dans la voiture? Il va le brancher sur une cigare peut-être. Qu'est-ce qu'il est idiot, c'est pas possible. Et ils roulèrent pendant des heures et des heures. Même Pétunia semble avoir peur de son mari car elle n'osait même pas lui demander leur destination. De toute façon, il ne savait même pas lui-même où ils allaient puisqu'il faisait souvent demi-tour et repartait dans la direction opposée en répétant « On va les semer, on va les semer ». Après une longue journée de route et de longs gémissements de Dudley, bah ouais, le pauvre n'avait pas mangé de toute la journée et il avait loupé au moins 5 émissions de télévision. Ils s'arrêtèrent dans un hôtel sinistre d'une grande ville. Bon, on n'est pas sur un 4 étoiles, ils partagent une chambre avec les jumeaux qui ont des draps qui sentent le moisi. On comprend qu'Harry est passé la nuit éveillé. Le matin, c'est cornflakes rassis et toast recouvert de tomates froides en boîte. Miam. Yummy. Est-ce que c'est un menu typiquement anglais, tout ça, les tomates en boîte sur un toast rassis? Pas tellement, non. Très low cost. Et également au menu, une petite lettre servie par une employée de l'hôtel, dont le destinataire est Monsieur H. Potter, chambre 17, hôtel du Rail, Carbone-les-Mines. Alors Carbone-les-Mines, c'est une ville qui a été imaginée par J.K. Elle a une importance particulière dans la saga, non seulement parce que c'est la ville où se situe l'hôtel dans laquelle séjournent les Dursley et Harry, mais c'est aussi la ville où ont grandi Rogue, Lily et par conséquent Pétunia. Ouais, il me semble. Le savais-tu ? Bah oui, mais il me semble qu'on l'a même évoqué pour le chapitre 1. Tu t'en souviens pas ? Encore une fois, je ne m'en souviens pas, non ? Comme la blague du chaudron. Je crois qu'on l'a évoqué dans le tout premier épisode parce que on parlait de Little Whinging en fait. Et j'avais dit, je crois, que J.K. Rowling n'avait pas seulement créé des lieux magiques, mais qu'elle avait aussi créé des lieux entre guillemets moldus, dont Little Whinging, parce que Little Whinging, là où habitent les Dursley, ça n'existe pas. Et puis, un autre exemple, c'est effectivement Carbone-les-Mines, qui est une ville qui n'est pas sorcière, malgré le fait, par exemple, que Rogue y habitait. Mais c'est une ville qui a été inventée par J.K. Rowling, ça n'existe tout simplement pas. Donc voilà, tu t'en souviens pas. Je t'ai fait un oubliette, peut-être. Ouais, sûrement. Donc apparemment, il y a une centaine de lettres comme ça à l'accueil de l'hôtel. Vernon part avec l'hôtelière pour régler ce petit problème. Pétunia émit la timide suggestion de rentrer chez eux, mais Vernon fit la sourde oreille. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elle reste en retrait depuis la réception des premières lettres. Elle reste en retrait peut-être parce qu'elle a toujours su au fond d'elle-même qu'elle ne pourrait jamais empêcher le monde de la magie de parvenir jusqu'à son neveu. Enfin, c'est une hypothèse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Elle est peut-être moins naïve que Vernon, effectivement. Après, force est de constater que elle le suit dans son délire, mais peut-être qu'elle a pas trop le choix. C'est Vernon qui décide de tout à la maison, je pense. Encore une fois, on est sur un système familial assez patriarcal. Quand Vernon a décidé de quelque chose, on le suit et puis c'est tout. Donc là, je pense que Pétunia, c'est ce qu'elle fait. Elle subit la folie de Vernon. Elle subit la folie de son mari à ce moment-là. Ensuite, effectivement, elle est peut-être moins naïve que Vernon parce que elle a un pied dans la magie et elle doit le savoir au fond d'elle-même que c'est pas des lettres qui vont arrêter une admission à Poudlard. Mais elle dit rien parce que je pense qu'elle a aussi peur de son mari. Parce que lui dire ça, c'est
Enfin, on l'a vu comment il s'énerve rapidement. Enfin, qui peut être violent quand même. Il est assez violent quand il attrape Dudley et Harry. il est violent, ouais. C'est quelqu'un de violent. Alors je sais pas jusqu'où irait sa violence, mais c'est quelqu'un d'assez agressif. Mais au final, je sais pas si tu te souviens dans le premier épisode, on disait que quand même Vernon c'était le pire des deux. Ouais, et que c'était Vernon qui tirait Pétunia vers le bas. Ouais. Et là, ça le prouve encore. Pétunia, elle aurait eu une petite chance d'être meilleure si elle n'avait pas rencontré Vernon. Ouais, complètement. Complètement. Et on peut assez facilement imaginer que elle le suit et qu'elle ne dit rien, malgré tout ce qu'elle peut penser, parce qu'elle a peur du comportement de son mari. Hein. Ouais, là-dessus, c'est une théorie qui peut être validée. Hein. Il recommença à conduire pendant des heures et des heures, au milieu d'une forêt, au milieu d'un champ labouré. À un moment, il sort même de la voiture pour inspecter les alentours. Même Dudley commence à se demander si son père n'était pas devenu fou. C'est incroyable. Cette situation fait réfléchir Dudley quand même. On le remarque. En effet, vers la fin d'après-midi, ils enfermèrent tout le monde dans la voiture et s'en alla. Grâce à Dudley et son amour pour les programmes télé, ils apprenèrent qu'on était déjà lundi. Et lundi, Harry se souvint alors que le lendemain, ce serait son anniversaire. Bon, évidemment, les anniversaires d'Harry n'étaient pas souvent très réjouissants comme on peut aisément s'en douter. L'année précédente, il avait eu pour cadeau une vieille chaussette qui avait appartenu à Vernon. Petite pensée pour Dobby, petit ange parti trop tôt. Il aurait bien aimé une petite chaussette raciée comme cadeau Dobby. Alors Vernon revint vers la voiture avec un paquet sous le bras en disant qu'il avait trouvé l'endroit idéal. Mais de quoi parle-t-il ? Eh bien, il parlait d'une vieille cabane perchée en haut d'un rocher. Ouh, ça s'annonce peut-être leurs premières vacances après tout. C'est ça, les c'est pauvres. Ce que j'allais dire. Finalement, ils partent en vacances. Bien qu'il prévoyait une tempête durant la nuit, Vernon était joyeux. Un vieil homme édenté leur montra leur fabuleux moyen de transport pour aller jusqu'à la cabane. Une barque et des provisions. Le trajet en barque fut catastrophique. Il faisait un froid polaire et les embruns s'insinuèrent dans leur cou. Mais la cabane n'était pas mieux. C'était un petit 2 pièces, venteux, avec une cheminée humide. Le repas, c'était dans le même ton. 4 bananes et un paquet de chips dont l'emballage servit pour allumer le feu. Vernon déclara « C'est maintenant qu'on aimerait bien avoir quelques-unes de ces lettres pour faire un bon feu. » Ouh, super au niveau humour, Vernon, tu te déchaînes dans ce chapitre. Il s'était persuadé que ce séjour dans la cabane était LA solution pour arrêter le harcèlement postal. Alors juste au passage, la cabane sur le rocher, c'est pas très bien noté sur TripAdvisor. Hein. Je suis tombé dessus la dernière fois, niveau confort, puis le repas, c'est assez mal noté, donc... Ouais, mais en même temps, tu vois, ça peut être sympa si, en tant que citadin, on a envie de retrouver la nature et se couper de tous les réseaux. Ouais, là ça fait un peu ambiance phare au milieu de la tempête, quoi. Ouais, et un peu film d'horreur, je pense aussi. Ouais, bah ouais, pourquoi pas, hein, mais pas avec eux. La tempête attendue arriva. Pétunia fit un lit avec des couvertures moisies sur un canapé pour Dudley. Vernon et elle prirent possession d'un lit défoncé dans la seconde pièce. Et Harry, évidemment, eut le droit au sol et à la dernière couverture qu'il restait. Harry passa une deuxième nuit sans dormir. Des coups de tonnerre avaient commencé à retentir. En regardant sa montre, il s'aperçut qu'il allait avoir 11 ans dans 10 minutes. Le compte à rebours qui allait changer la vie d'Harry, à tout jamais, commença. 10 minutes. Est-ce que les Dursley allaient se souvenir de son anniversaire ? Et qui était l'auteur de ces lettres ? 5 minutes. Quelque chose grinça dehors. 4 minutes. Peut-être que la maison sera tellement inondée de lettres à leur retour qu'il pourra en attraper une. 3 minutes. Est-ce que c'est la mer qui cogne si violemment contre le rocher ? 2 minutes. C'était quoi ce drôle de craquement ? La cabane allait-elle s'écrouler ? 1 minute. Bientôt 11 ans. 30 secondes. 20. 10. 9. 8. Peut-être devrait-il réveiller Dudley juste pour l'énerver ? 3. 2. 1. Des coups qui firent trembler toute la cabane. Harry se redressa et fixa la porte. Dehors, quelqu'un frappait à la porte.
Mais qui se trouve donc derrière la porte ? Mystère, nous le saurons dans le prochain chapitre la semaine prochaine. Donc si vous voulez le savoir, il faut nous écouter. Et oui, c'est la seule solution. Personne ne le sait. Bon, on continue la petite tradition qu'on a lancée à l'épisode précédent, c'est-à-dire à la fin de chaque chapitre, on renomme justement le chapitre en question. Et on le fait de manière sérieuse ou humoristique en fonction de notre humeur et de notre inspiration. Alors Marina, si tu devais renommer ce chapitre, comment l'appellerais-tu ? Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 3, l'échappée belle de Vernon. Ah, pas mal, pas mal. Et moi, ça sera assez sérieux aussi parce que j'appellerais ce chapitre Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 3, courrier indésirable. Ouh! Spam! Pas mal, ouais, j'avoue. Bravo. Si vous aussi, vous avez une idée sur comment vous pourriez renommer le chapitre, n'hésitez pas à nous le dire, on lira ça avec beaucoup de curiosité. Et justement, on passe à vos messages puisque, comme promis en fin d'émission, c'est la volière avec vos messages. Et le premier message nous vient de Dreux Chichouette. J'en ai un peu fait exprès de te le donner. Ça va, je me suis bien débrouillée. Ouais, ça va. Elle nous dit « Pour le cas été noir d'éliminateur, c'est peut-être la même chose que pour frigo, réfrigérateur. En gros, 2 mots pour le même objet, un plus familier, et donc dans le testament, le terme officiel est utilisé. Bon, ça sort de ma tête, mais j'ai peut-être tout faux. Alors écoute, moi je pense que tu peux avoir de raison, ça peut être une bonne explication. Ouais, ça pourrait, effectivement. Les sorciers, ils appellent ça plutôt un été noir entre eux, puis le terme exact, c'est déliminateur. Après, du coup, le trio, ils appellent ça un déliminateur tout le temps. Bon. Je pense qu'on n'aura jamais d'explication à ça. Bah après, oui, effectivement, ça peut tenir dans l'histoire, dans la narration. Je reste quand même persuadé que c'est J.K. Rowling qui a changé le nom parce que c'était plus classe un déliminateur. Mais je vais peut-être dire une bêtise, mais il n'y en a qu'un seul de son genre d'éliminateur, non ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Est-ce que d'autres sorciers en ont ? Aucune idée. Moi, j'en ai pas. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de terme officiel, parce qu'il y en a un seul, c'est Dumbledore qui l'a inventé, et du coup, été noir d'éliminateur, c'est selon les goûts de chacun. Je sais pas. Alors, un prochain message, cette fois de Nathan, qui nous dit « la fréquence 9 3/4, fun fact pour vous. Quand Neville reçoit son rappel tout, celui-ci lui dit qu'il a oublié quelque chose. Dans les livres, on n'aura jamais la réponse, sauf que dans le film, Neville est le seul à ne pas porter de robe de sorcier à table. » Alors, est-ce que t'avais déjà entendu ça, Marina ? Non, jamais, c'est la première fois. Ah ouais ? Ouais. Et c'est Tu vrai que l'avais déjà entendu ? Ouais, j'en avais déjà entendu parler. Effectivement, si on est un petit peu observateur, on voit tous qu'à table, ils ont tous des robes de sorcier, et Neville, c'est le seul à être en pull. Donc, on peut imaginer qu'il a oublié sa cape de sorcier. Ouais, tout simplement. Après, ça reste un détail, un petit clin d'œil, parce qu'en soi, c'est pas vraiment un oubli, parce que tu peux très bien te balader en pull, hein. Y a pas de souci. Enfin, je veux dire, ils sont pas obligés de mettre leur cape de sorcier. Mais par exemple, s'ils vont dehors ou quoi, effectivement, ils ont un court de Quidditch, donc c'est peut-être un petit peu frisqué dehors, donc c'est pour ça. Mais ouais, c'est peut-être, j'espère, parce que ça serait intelligent, un petit clin d'œil de la part du réalisateur. De donner un indice. Un indice. Qu'il a pu oublier. Et ça pourrait être un des rares exemples où le film va un petit peu plus loin que le livre. Et un dernier message de Johan qui nous dit « Concernant Minerva et Dumbledore, j'ai toujours eu cette impression-là. Également qu'entre eux, il y avait eu un passé ou en tout cas des sentiments de la part de Minerva envers Albus. Et je pense aussi qu'il ne l'est pas sans ignorer. Merci d'adhérer aussi à ma théorie, Johan. » Ouais, bah... Moi, Après, j'ai une amie qui a écouté l'émission, elle m'a dit « Mais n'importe quoi, no way, impossible !» En fait, je trouve que c'est juste quelque chose que tu peux te dire dans le chapitre 1, le survivant. Effectivement, la relation qu'ils ont, la discussion en fait, qu'ils ont entre eux deux.
Ensuite, dans le reste de la saga, pour moi, il n'y a rien. Et puis... mais le truc, c'est que quand tu le penses une fois, tu le penses tout au long de la saga, en fait. Ouais, non, mais oui, on peut se poser la question et du coup se la poser pendant tout le long. Après, comme on a dit quand on en avait parlé la première fois, eh bien, J.K. Rowling a plus ou moins infirmé cette théorie en racontant l'histoire de McGonagall et avec son histoire sentimentale catastrophique. Et après ça, si on prend en compte cet aspect de l'histoire, l'extension de l'univers, eh bien, je vois pas trop McGonagall avoir des sentiments pour Dumbledore. Donc moi j'y crois pas trop, mais libre à chacun de faire son headcanon, comme on dit. Ah tiens, j'ai pas regardé, mais j'aurais pu regarder pour voir si d'autres gens possèdent ça, mais j'ai jamais lu de fanfiction Harry Potter. Mais peut-être qu'il y a des fanfictions où il y a de l'amour entre Minerva et Albus. Il y a bien de l'amour entre Drago, Harry, Hermione, Drago. Il n'y a pas une histoire d'amour aussi un peu glauque avec le calamar ou quelque chose comme ça? Il y a des fanfictions érotiques avec le calamar géant. Voilà, ouais. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire... Tout est possible. Everything's possible. Enfin voilà, merci à tous pour vos messages et vos réactions. Petit rappel, si vous souhaitez être cité dans la volière, on a tendance à privilégier les messages qui rebondissent sur quelque chose qui a été dit durant l'émission ou sur tout un autre sujet qui fait réfléchir sur l'univers d'Harry Potter. Sachez tout de même que si on ne vous cite pas, on lit tous vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou directement par mail. Notre adresse est en description au cas où. Merci à tous encore une fois de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous a plu et n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez réagir en nous mettant 5 étoiles sur iTunes ou sur vos applis de podcast préférés, ça nous fait toujours très plaisir. Et autrement, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt les amis. Salut, à la semaine prochaine. Bye.